Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Au-delà de ces tentatives de suicide de votre tutrice et votre demi-sœur, il y a un pacte. Ouais. Elle vous demande un pacte morbide, c'est-à-dire qu'elle veut que vous mouriez ensemble. Ma sœur, elle a des phases très particulières, qui sont, en tout cas à mon âge d'enfant, très compliquées de comprendre. Et donc, il y a cette période où effectivement, elle va très, très mal. Et on est à Isola d'Elba à ce moment-là. Et en fait, elle me dit tout simplement, moi, j'ai envie de mourir. La seule chose qui me retient, c'est toi. Qu'est-ce que tu en penses si on mourait toutes les deux ? Et le pire, c'est que ça ne m'a pas choquée à l'époque. Enfin, j'en avais peur, mais c'était pas choquant. Genre, je n'ai pas encore le recul d'aujourd'hui de me dire, c'est gravissime. Merci d'être avec nous, bienvenue. Une nouvelle rencontre que vous allez évidemment commenter et surtout écouter attentivement parce que je vous assure que lorsque vous lisez le livre de mon invité qu'on va recevoir dans une seconde, honnêtement, vous vous posez même parfois la question de vous dire « est-ce vraiment possible ?» Et je suis très content qu'elle soit là pour en parler. Elle s'appelle Natania Sion. Elle est installée sur les canapés. Bonjour Natania. Bonjour Marc. Ça va ? Ça va, et vous ? Super bien, je suis ravi que vous soyez là. Merci. Voici le livre « L'enfant oublié ». Je trouve que, honnêtement, au travers de cet ouvrage, qui est votre parcours de vie, on va le revisiter dans un instant, ce titre, il est gentil. Oui, j'ai trouvé aussi, mais je pense que, bizarrement, c'est vrai que je pense que déjà quand on le voit et qu'on lit la couverture, ça fait déjà un peu peur. Ouais. Je me suis dit que ce serait bien de ralentir peut-être la peur des gens. Quand la famille détruit et que le système abandonne, l'enfant oublié, on aurait pu dire l'enfant martyrisé, on aurait pu dire l'enfant culpabilisé, l'enfant... Bon, ou est-ce que vraiment un enfant, finalement ? Exactement. Et d'abord, est-ce que vous avez été une enfant ? Je pense très peu. Très, très peu. En tout cas, je ne me rappelle pas. J'essaye de me garder des souvenirs un peu plus légers, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Bon. En tout cas, bravo pour avoir écrit ça. Et je me dis toujours que, effectivement, peut-être que ce livre ne va pas révolutionner le monde, peut-être. Mais en tout cas, s'il peut permettre une prise de conscience, il peut faire aussi bouger les lignes, et notamment quand on parle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, entre autres, puisque vous en parlez beaucoup et vous venez aussi de là, c'est déjà ça. Moi, vous savez ce que j'ai dit, Marc, c'est que je me rappelle, vraiment, je l'ai dit au moment où j'ai commencé à écrire le livre, si ça peut aider une personne, une jeune ou un jeune qui se dit « Ok, je commence à reconnaître que je ne suis pas dans un schéma classique familial normal. Je reconnais qu'il y a des choses, même à travers les violences conjugales, l'emprise, etc. » Si une personne elle a un déclic, pour moi, c'est gagné. C'est déjà gagné. Ouais. Et je pense que quand on part comme ça, forcément, on voit que du plus. Donc j'ai aussi la chance de pouvoir parler avec des éducateurs, notamment, qui sont revenus vers moi, des éducateurs que j'ai connus, des éducateurs que je ne connais pas, mais qui ont eu justement ce déclic à travers des interviews comme on le fait ici, ou à travers des passages du livre. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Bon, est-ce que vous êtes véritablement une âme pure ? Alors, en tout cas, on fait tout pour l'être. C'est le principe de... C'est une des premières phrases que j'ai écrites dans le livre, mais on n'est pas responsable de ce qu'on subit, on est responsable de ce qu'on en fait. J'aurais pu concrètement avoir absolument toutes les raisons du monde de devenir la pire personne du monde, je pense. Vous auriez pu mal tourner. J'aurais pu très mal tourner, surtout qu'il n'y avait rien pour me retenir. J'avais personne qui tenait vraiment à moi. En fait, personne qui tenait à moi du tout. Donc j'aurais pu concrètement faire le pire. Mais je me suis dit que non, il faut avoir une ligne de conduite. Après, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, comme la religion qui m'a aussi aidée à un moment donné, etc. Mais je pense que, en tout cas, j'aspire à être la plus pure en termes d'âme possible. Je le dis souvent, l'Internet, c'est super, ça permet de faire du stop, c'est-à-dire de se rencontrer plus tard sur la route. Et comme j'aime marcher ma parole, comme le disent les Indiens, eh bien c'est simple.
je vais vous rencontrer cette année. Je vais faire une petite tournée avec ABC Talk TV et je vais pouvoir partager avec vous ces moments difficiles que nous traversons, se posant des questions, mais aussi en s'ouvrant à des réponses différentes de celles habituellement données, et ainsi porter la voix dans ce temps déraisonnable du cœur et de la créativité qui peut inspirer chacun quand il ose marcher dans le monde avec confiance. Il y a des thèmes très forts qui peuvent être portés, comme l'anxiété, bien sûr, quand on ne peut pas imaginer le futur, mais il y a aussi la famille qui est en train de changer, il y a ce chaos dans lequel on arrive. Tous ces thèmes, il y en a 6, eh bien, sont très différents, mais permettent à chaque groupe d'aller chercher son besoin. Et c'est dans cette dynamique étrange où rien n'est planifié d'avance que je vous attends avec joie, bien entendu. Bravo, parce que j'imagine que l'écriture d'un livre comme ça, et par définition, écrire un livre, c'est aussi se replonger dans ses souvenirs, c'est faire ressurgir aussi peut-être des choses qu'on a consciemment enfouies pour se dire « je ne veux plus jamais en entendre parler ». Et quand on écrit, on est obligé. Ouais, en fait, ça a été... et c'est là où on se rend compte du miracle du cerveau humain. Alors, j'ai fait beaucoup de thérapie, donc j'ai pu apprendre à travers l'hypnose, par exemple, qu'il y avait vraiment 95% de subconscient et seulement 5% de conscient. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais au moment où j'ai écrit le livre, au moment où tu vas dans ce gros dossier d'aide sociale à l'enfance et que tu relis tout ça et que tu découvres aussi beaucoup de choses de ton dossier, j'avoue, je m'attendais pas à ça. J'avoue que je m'attendais pas à ça et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est cool, ça a l'air d'être hyper thérapeutique d'écrire un livre. Ouais. » Non. Ou peut-être que c'est vendeur de dire que ça a été thérapeutique. Moi, je suis pas là pour vendre, je suis là pour être vraie. Ça n'a pas été thérapeutique, ça m'a fait souffrir. Beaucoup d'auteurs disent à quel point c'était un exutoire et à quel point ça les a délivrés. Pas du tout. Ah ouais. Non, parce que le cerveau, il occulte certaines choses et je pense que si un cerveau, il arrive à carrément prendre des choses qui se sont passées et à les faire oublier, c'est pour une bonne raison. Là, j'ai dû aller chercher vraiment dans tout ça. Alors, je pense que c'est aussi... Moi, je pars toujours du principe que tout est un mal pour un bien. Il y a forcément un moment donné où si tu arrives à en faire quelque chose de bien, tu peux y arriver et tu vas en comprendre quelque chose. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que, notamment Tonnerre et tout, c'est des choses que j'aurais... On va voir. Que j'aurais préféré garder très loin dans ma tête, je pense. Vous allez découvrir Sonia, Samantha, Jonathan, Tonnerre, Michael, Karim et d'autres. Tous ceux qui ont ponctué et qui sont votre vie, évidemment. Et vous dites, j'ai écrit ce livre pour dénoncer les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, pour guérir, pour briser le cycle, comprendre la vérité, pour ne plus survivre, mais vivre enfin, et pour donner une voix aux enfants oubliés. Exactement. Ouais. C'est une belle mission. C'est une grande mission. Est-ce que vous avez déjà un écho de ça ? Alors, oui. Déjà, j'ai pu parler avec pas mal d'enfants placés qui m'ont écrit, donc ça m'a énormément touchée. Pareil pour les éducateurs qui ont pris conscience. En fait, j'ai parlé avec beaucoup d'éducateurs, donc ça m'a non seulement aidé moi à travers mon histoire de peut-être, on va dire, ramener un peu plus de nuances dans ce côté-là, mais ça leur a surtout à eux permis de comprendre à quel point un enfant peut souffrir sans forcément qu'on s'en rende compte, parce qu'on a tendance à beaucoup intérioriser, c'est le principe, quand on est oublié. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as un enfant qui a tellement souffert, tu te dis, mais pourquoi je vais aller parler de mes souffrances à un adulte qui, eux-mêmes, m'ont fait souffrir ? Et c'est le problème, c'est que du coup, un enfant qui a subi toutes ces choses-là va avoir tendance, malheureusement, à beaucoup intérioriser, ou justement, à l'inverse, à sortir cette douleur, mais sous forme de colère. Du coup, ça ne va pas être perçu de la bonne façon par un éducateur, qui lui aussi va avoir une sorte d'affront. Et j'ai eu ces conversations avec des éducateurs qui, par la suite, ont compris mon récit, et j'espère que ça fera changer petit à petit les choses, bien sûr. Quelle résilience. Petit à petit. Quelle résilience. C'est gentil. Alors, pour l'ASE, je vous donne juste quelques chiffres comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, l'aide sociale à l'enfance. 49% des enfants placés souffrent de troubles psychiques. Exactement. C'est les conséquences. Un adulte SDF sur 4 provient de l'aide sociale à l'enfance. Vient de l'aide sociale à l'enfance. 2 jeunes sur 3 sont remis à la rue à 18 ans, alors qu'il y a une loi... Depuis 2022, ouais. Depuis 2022, et 570 000 enfants placés en 2022, et le chiffre est en hausse encore dans les... Ouais, ça ne fait qu'augmenter. C'est incroyable. Ça ne fait qu'augmenter, sachant qu'en plus les lois, et ça c'est important de le dire, mais les lois n'ont jamais évolué en 40 ans.
Il n'y a pas une nouvelle loi, sauf si ce n'est celle de 2022, qui d'ailleurs n'est toujours pas respectée. C'est pour ça que d'ailleurs, même les associations aujourd'hui qui aident les enfants placés, ils coulent, quoi. Ils n'y arrivent plus parce que en fait, on est un peu à l'abandon, tout le monde se tire un peu la faute les uns sur les autres et concrètement, il ne se passe rien pour faire évoluer les choses. Et c'est catastrophique. Alors, est-ce que vous êtes prête à ce qu'on reparle de votre histoire ? Allons-y. Parce que là, il faut évidemment se replonger et voir les épisodes. La première chose, et avant de commencer l'émission, vous m'avez posé la question, vous m'avez dit alors, qu'est-ce que vous avez pensé du livre ? Ouais. Et je n'ai pas voulu vous répondre, parce que je voulais vous répondre en direct. Okay. Et je vais le faire maintenant. Okay. La première des réflexions, et je vous assure, j'ai des notes de tous les côtés, parce qu'il y a tellement de choses, on se dit c'est improbable. Et on parle sur cette chaîne et dans cette émission, on parle souvent du karma. C'est un tatouage que j'ai. Exact. Et la question, c'était de se dire, est-ce que vous vous êtes posé un jour, vous, la question de vous dire, mais est-ce que mon karma, est-ce que je méritais ? Ah, mais j'ai passé ma vie à me faire ça, moi. Là, c'est très... Je suis en ce moment en train de me dire, mais en fait, je ne mérite en aucun cas tout ça. Mais j'ai passé ma vie, moi, à me dire, mais c'est pas possible, peut-être que j'étais une mauvaise personne, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu mériter ça ? Peut-être que c'est moi qui l'ai mérité. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on reste trop longtemps dans des relations toxiques. Là, si vous êtes choqués par mon histoire, sachez que dans L'Enfant oublié, j'ai raconté un quart. Vous n'avez pas tout dit, évidemment. Un quart. Et encore. J'ai raconté vraiment, on va dire, les grandes lignes pour que tout le monde puisse un peu comprendre le schéma familial et ce qui s'est passé dans ma vie. Mais ce qui est fou, c'est que ce qui est vraiment étonnant, c'est de se dire, c'est l'accumulation. Ouais. C'est-à-dire qu'en permanence, tout le temps. En permanence, tout le temps. Il y a un truc qui vous tombe dessus, mais d'une gravité inouïe, quoi. Mais alors, imaginez le jour où tout s'est arrêté. Parce qu'en vrai, là, jusqu'à L'Enfant oublié, je pense qu'on parle de moi jusqu'à mes 18 ans, 19 ans à peu près. J'en ai 26 aujourd'hui. Ça fait que très peu de temps que j'ai réussi à couper avec ma famille. Donc, il y a eu tout ce qui s'est passé aussi après ce que j'écris. Ça a été très, très long. Et le jour où tu n'as plus ce genre d'éléments très toxiques, très destructeurs dans ta vie, moi, j'ai pris peur. Et ça, les gens, ils n'en parlent pas parce qu'ils se disent... peut-être qu'il y a une sorte de tabou autour de ça, mais imaginez quelqu'un qui a vécu dans un ring de boxe tout le temps. Et puis d'un coup, plus rien. Genre le calme. Moi, j'ai complètement paniqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et puis aujourd'hui, je réapprends à vivre normalement. Normalement, ouais. Oui, mais je réapprends et je dois tout réapprendre. Et c'est très récent. Je pense que j'ai appris à vivre il y a quoi, 2 ans. Donc j'ai fait 24 ans de survie et 2 ans où j'apprends à peu près à vivre normalement. Bon, il vous reste des belles années, grâce à Dieu, bien sûr, j'espère. Ça va. Mais il me restera toujours toutes les séquelles. Votre maman s'appelait Sonia. Oui. Votre maman s'appelait Sonia. Elle rencontre un jour un certain Franco. Sauf que ce monsieur n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de désillusions de la femme, de se dire, voilà, j'ai grandi dans une famille tunisienne, toujours les uns sur les autres. Je pense qu'elle a toujours rêvé Elle était très, très, très belle, ma maman. Donc, je pense qu'elle rêvait aussi d'avoir une grande vie. Et je pense que petit à petit, en fait, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas être si simple que ça. Jusqu'à une très, très forte dépression et des tentatives de suicide. À répétition, ouais. À répétition. Jusqu'au jour du 21 décembre 2000. Où là, elle passe à l'acte. C'est ça. Là, elle passe à l'acte une fois de plus et c'est son corps qui tient plus. Qui tient plus. Donc, vous grandissez évidemment dans ce chaos. Vous êtes séparés de votre maman. Et c'est votre demi-sœur, Samantha, qui va s'occuper de vous, qui est votre tutrice. Qui devient ma tutrice. Qui devient votre tutrice. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pourrait se dire... Déjà moi, à partir de là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je comprends pas. À partir de là, quand je lis mon dossier d'aide sociale à l'enfance, que je vois à peu près le chaos familial, parce que là, bien sûr, on l'a fait en courte, mais ma maman a fait quand même 15 ans de tentative de suicide, donc on se doute. Donc ma maman a toujours été suivie par les services sociaux, à l'époque la DAS. Donc je me dis, mais quand la DAS a un dossier comme ça, que vous voyez que tous les enfants sont passés déjà à la DAS, les familles d'accueil, ils ont tous déjà leur lot de traumatisme, à quel moment on se dit qu'un enfant de 1 an et demi, qui aurait pu clairement être adopté, on allait lui refoutre dans les pattes de sa sœur de 22 ans, qui est toute jeune et qui est elle-même traumatisée. Enfin, ça n'a déjà aucun sens. Exactement. Et c'est là où je me dis que votre demi-sœur, pour le coup, mais que vous considérez comme votre sœur qui va devenir votre tutrice, elle n'est pas bien non plus, elle. Ah non, mais c'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique parce qu'elle a vécu elle-même, je pense, beaucoup de traumatismes et qu'encore une fois, on prend tous des chemins différents. C'est-à-dire que
Elle fait aussi des tentatives de suicide. Elle fait elle-même des tentatives de suicide. Ensuite, après, elle jauge. C'est-à-dire que dans sa tête, elle se dit, bon, moi j'ai vu du sang chez ma mère, toi t'as pas vu de sang, donc ça va. Mais parce que la jauge est gravissime. Et ça, c'est un truc qui est très important d'expliquer pour ceux qui vivent justement dans des situations aussi toxiques que la mienne. C'est la jauge. C'est-à-dire que tu en arrives à accepter des choses de gens catastrophiques. Pourquoi on parle des enfants placés comme étant des enfants à problème, des filles qui vont rencontrer des hommes qui vont les battre ou les utiliser? Mais parce que quand tu te fais insulter ou battre par ceux qui sont censés t'aimer et te protéger toute ta vie, pourquoi quand tu vas rencontrer un homme à l'âge de 15 ans qui va te mettre une gifle, tu devrais être choqué? Ton père le fait, ta mère le fait, tes frères le font. Pourquoi tu devrais être choqué? Et c'est, je pense, un peu le problème de ma famille aussi. Et donc, au-delà de ces tentatives de suicide de votre tutrice et votre demi-sœur, il y a un pacte. Ouais. Elle vous demande un pacte morbide, c'est-à-dire qu'elle veut que vous mouriez ensemble. Ma sœur, elle a des phases très particulières qui sont, en tout cas à mon âge d'enfant, très compliquées de comprendre. Et donc, il y a cette période où effectivement, elle va très, très mal. Et on est à Isola d'Elba à ce moment-là. Et en fait, elle me dit tout simplement, moi, j'ai envie de mourir. La seule chose qui me retient, c'est toi. Qu'est-ce que tu en penses si on mourait toutes les deux? Et le pire, c'est que ça ne m'a pas choquée à l'époque. Enfin, j'en avais peur, mais c'était pas choquant. Genre, je n'ai pas encore le recul d'aujourd'hui de me dire, c'est gravissime. Donc, elle va faire des tentatives de suicide à répétition, notamment en 2012. Ouais. Grosse crise familiale. Grosse crise, ouais. Et là, vous allez être envoyé chez un certain Jonathan. Qui est ce Jonathan? Mon demi-frère. Mais que je connais pas. Enfin, j'ai dû le voir à ce moment-là de ma vie, donc j'ai 13 ans, ouais, 13 ans à peu près. Je connais pas Jonathan. Je l'ai vu 6 fois dans ma vie, je pense, à tout casser. Ma sœur, donc ma tutrice, m'en parle comme du diable en personne. Moi, ça a toujours été le surnom à la maison. Pour certains, il y a Voldemort pour Harry Potter. Nous, c'était le diable à la maison. Enfin, c'était vraiment le diable, on n'en parle pas, c'était lui. Donc, je suis envoyée du jour au lendemain chez l'homme qu'elle a passé sa vie à me dire de faire attention. Donc, je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et effectivement, je comprends par la suite pourquoi je devais faire attention. Et lui, il va se faire arrêter pour séquestration et viol. Ouais, alors lui, il a été condamné, oui, pendant qu'il a récupéré ma tutelle, pareil, et ça a une grande interrogation. Comment, en l'espace de 3 mois, je ne suis restée que 4 mois chez lui. En l'espace de 4 mois, il a récupéré ma tutelle. J'avais 13 ans, je n'ai pas été entendue. Ils ont fait un conseil de famille derrière mon dos, je n'ai jamais eu ni les tenants ni les aboutissants de quoi que ce soit. C'est de la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est de leur responsabilité. Oui, parce que vous dites le juge, il vous renvoie. Oui, encore. Même chez lui. Oui, il me renvoie chez lui et après, carrément, il me renvoie chez Samantha qui m'a envoyé. Enfin, je suis vraiment balancée comme un poids dont on n'en veut pas, en fait. Et donc, Jonathan, oui, pendant cette période, a été condamné pour fait de viol sur mineur et séquestration. Pas sur ma personne, hein, sur des victimes. Et donc, il a été condamné en prison. Alors, vous avez 13 ans, et vous dites qu'à ce moment-là, vous vous croyez même responsable de tout ça. Bien sûr. Et notamment du fait d'être abandonné par tout le monde. Ah, mais pour moi, je suis un poids, ce qui fait que du coup, je tâche d'être la plus parfaite en permanence, de prendre toutes les responsabilités parce que je me dis, je suis une enfant dont personne ne veut, donc il ne faut surtout pas que je sois un poids pour les gens parce que j'ai grandi dans ça, et donc je prends toute la responsabilité des adultes, tout le temps. Tout le temps. Donc, retour chez Samantha après l'arrestation de Jonathan, on l'a dit. J'essaie de suivre le cursus parce que c'est incroyable. À 14 ans, vous découvrez qu'il y a une malformation rénale. Ouais, pas longtemps après d'ailleurs que Jonathan a été condamné. Et Samantha refuse l'opération dans un premier temps. Ouais. Écoutez, donc j'ai très mal. Donc déjà, il faut savoir qu'elle n'a pas voulu m'emmener à l'hôpital de base. Parce qu'elle estimait que c'était pas grave. Alors que Alors, des calculs rénaux, donc moi, c'est une malformation rénale, je ne l'ai su par la suite, mais qui engendre des calculs rénaux, c'est considéré comme la pire douleur du monde. Vraiment. Je connais par cœur. Voilà. Je connais. Donc, je ne vais pas vous la décrire. D'ailleurs, quand vous arrivez aux urgences, les 2 trucs qu'ils prennent en priorité, c'est ça, les calculs rénaux et les problèmes cardiaques. Voilà. Absolument. C'est pour vous dire à quel point c'est extrêmement douloureux. Terrible. En plus, c'est très rare pour une enfant, déjà une jeune fille, et une jeune fille de 14 ans. C'est très, très jeune pour avoir ce genre de problème de santé. Donc, je vous imagine mon gabarit, 14 ans, en train de souffrir. Ma sœur qui me demande d'attendre encore 24 heures. 24 heures plus tard, elle décide de toujours appeler encore un médecin. Et le médecin lui dit, mais
il est évident qu'elle doit aller aux urgences. Donc je me retrouve hospitalisée pendant une dizaine de jours pendant lesquels j'ai jamais vu ma sœur aussi belle de toute ma vie, d'ailleurs. Je l'ai jamais vue aussi rayonnante. Et en fait, elle perd patience au bout de 10 jours. Et elle finit par dire, écoutez, on la sort d'ici. Je suis rappelée donc, quelques jours plus tard, après les résultats de l'IRM, par un professeur. Donc ce n'est pas un stagiaire, ce n'est pas... c'est pas un brigadier, c'est un professeur, donc il sait ce qu'il dit. Et il dit à ma sœur, voilà, donc à la suite de l'IRM, parce qu'on n'a pas pu voir pendant l'échographie, on a décelé une artère polaire inférieure gauche au rein de Nathania, donc c'est une malformation rénale de naissance. Il faut l'opérer. Ah non, j'ai pas confiance en vous, on l'opère pas. C'est moi qui sais mieux que vous pour ma sœur, on l'opère pas. Finalité, elle demande à avoir un entre-deux, donc du coup je suis placée avec une sonde double J. Aujourd'hui que je dois du coup 10 ans plus tard encore m'occuper de ma santé à cause de cette décision, si elle avait pris le temps de faire son travail de tutrice, c'est-à-dire de poser des questions, elle aurait su que l'opération qu'aujourd'hui je dois faire 10 ans plus tard aurait quoi qu'il arrive nécessité une sonde. Donc en fait elle m'a fait juste reculer pour mieux sauter. Donc on m'a placé une sonde comme elle l'a décidé et elle m'a quand même fait voyager. À Dubaï ? À Dubaï avec la sonde, c'était génial, du génie. Donc vous revenez en France, et là, il y a quand même un monsieur qui est là, c'est le directeur de... Monsieur Belaïch. Le directeur de l'établissement ? Oui, qui est très très important. Qui est très important. Et vous allez être opéré ? Oui, je suis opérée, donc on me place la sonde double J, on me la retire. Et en fait, au moment de retirer la sonde, donc le 9 décembre 2014, j'apprends le décès de Monsieur Belaïch. Ouais. Incroyable. En fait, c'était très dur parce que c'était la première personne que j'avais décidé de ma famille. C'est un peu le père que j'avais décidé d'avoir. Et c'est la première personne que je perds. Et dans la série, donc vous allez aller à son enterrement. Oh là là. Et votre sœur Samantha, elle a pété un câble. Elle vous agresse ouais. Le jour de l'enterrement. Parce que j'ai pas remarqué qu'elle avait mis des extensions de cheveux. Ouais. Je m'en rappelle, mais comme si c'était hier. Alors évidemment, on pourrait se dire, bon, ça va, on arrête là, voilà, il faudrait peut-être que les choses rentrent dans l'ordre. Pas du tout. On arrive en septembre 2014, et là, vous échangez sur Facebook. C'est ça. Et vous rencontrez le fameux Tonnerre. Ouais. Et ce monsieur, bon, il y a une relation qui se crée. Il y a une relation qui se crée parce que, et ça c'est important de le souligner, ma sœur travaille à l'étranger. Vraiment beaucoup de temps, c'est-à-dire que depuis mes 10-11 ans, hormis la fois où elle m'a envoyée chez Jonathan, je passe beaucoup de temps toute seule à la maison. Parce qu'elle ne veut pas prendre de nounou et parce que le but c'est de ramener de l'argent et donc de ne pas en dépenser pour une enfant. Logique. Et donc je devais rester à la maison. Et donc je suis très seule parce que j'ai 14 ans, on me rappelle, mais à ce moment-là, je viens de vivre un épisode extrêmement traumatisant chez mon frère. C'est pas rien d'apprendre que ton frère a agressé 2 mineurs, etc. Donc ça crée une sacrée complication familiale. Le juge des enfants avait vraiment appuyé d'ailleurs sur le fait que je devais suivre une psychologue. Ça n'a pas été fait. Donc j'étais très très seule, plus les problèmes de santé, plus tout ça. Et toute seule à la maison. Donc on il y a ce garçon. Dans les réseaux sociaux. On se réfugie dans les réseaux sociaux. Et puis il y a ce garçon qui arrive et qui s'intéresse à moi. Là où plus personne ne s'intéresse à moi. Personne ne s'intéresse à moi. Ma sœur ne s'intéresse pas à moi. Elle ne m'appelle quasiment pas. Elle est à l'autre bout du monde 6 mois dans l'année et je ne la vois jamais. Donc je suis très seule. Et puis il y a ce garçon qui me dit « Mais comment c'est possible que tu sois seule ? Je veux que tu vives avec moi. » Et puis il a tout de suite cette autorité que je reconnais de ma famille. Cette autorité presque incisive de je t'impose des choses, tu réponds tout de suite. Mais c'est quelque chose auquel je suis habituée. Donc je pense que d'un certain côté, je retrouve un peu une sorte, c'est horrible de dire ça, mais une forme de réconfort dans cette toxicité. Et ça a duré comme ça pendant 6 mois. On s'est échangé. Et jusqu'à l'agression. Jusqu'au moment où je l'ai rencontré en vrai et que là, ça a dérapé complet. Au point que, j'allais dire, ce qui vous colle à la peau, avec notamment au travers de votre famille, toutes ces tentatives de suicide, vous y pensez aussi. Ouais, alors que c'est un truc auquel je me suis toujours refusée. Mais il y a un moment où c'est dur. Parce que tu te fais battre par l'homme qui est censé être ton premier amour, qui t'insulte toute la journée, mais de tout et de rien. Et que t'en viens à 14 ans à te dire « Mais en fait, je comprends pas.
Ma maman s'est suicidée, donc j'étais peut-être pas assez importante pour elle. J'ai pas de père, concrètement, je sais même pas qui est le mien. Pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. Je vais 3 mois chez mon frère, je suis tellement pas importante qu'il arrive même pas à se tenir, il fait n'importe quoi. Je rencontre un garçon, il me frappe, donc en fait, t'en arrives à un stade de te dire, bah, si c'est ça ma vie, je vais arrêter. C'est terrible de se dire à 14 ans, ouais, je préfère arrêter que de continuer cette vie-là, quoi. Vous partez à Los Angeles? Ouais, on part à Los Angeles avec ma sœur pour essayer de couper un peu l'emprise que j'avais avec Tonnerre, et parce qu'elle devait travailler surtout. Et à Los Angeles, ça me fout dehors. Je suis dehors à Los Angeles, quoi. Et j'ai même pas 15 ans. J'ai 14 ans et demi, un truc comme ça. Ouais. C'est surréaliste. Genre, on se dispute, j'en ai des frissons, mais on se dispute et j'avais $20 et elle me dit, vas-y, je veux pas te voir, dégage, quoi. Je me dis, mais c'est lunaire. Qu'est-ce que vous faites toute seule avec $20 Je vais à au Los Starbucks. Angeles? Je suis allée au Starbucks pour avoir la Wi-Fi. Et après, moi, je suis très croyante et je sais que j'ai toujours une bonne étoile. Vraiment, vraiment, j'ai toujours une bonne étoile parce que je me connecte à ce moment-là donc au Wi-Fi du Starbucks. Je vois que j'ai une cousine à moi que je connais que très peu, mais qui est mannequin, qui est à Los Angeles aussi. Donc je lui écris et c'est chez elle d'ailleurs que j'ai pu par la suite me réfugier quand je décide enfin de quitter cet environnement catastrophique à la maison. 12 mai 2016, là il y a un rapport médical qui tombe, rapport médical alors accablant, et vous avez la totale. Ouais. Les brûlures, les agressions physiques, les fractures. C'est compliqué. Séquestration. Ça laisse beaucoup de séquelles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose, non seulement qui t'enferme dans une solitude, parce que je pourrais le raconter à tous les êtres humains du monde, je pourrais écrire tous les livres du monde. Personne ne pourra vraiment savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et alors évidemment, c'est un voisin qui vous sort de là, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. J'ai essayé de demander à des voisins pendant la séquestration de m'aider, ce qu'ils n'ont pas du tout fait, au contraire. Ah ouais. Ils ont révélé justement ma petite tentative de fugue. Non, je réussis à prévenir des amis en fait à l'époque qui appellent la police du coup. Et il y a le policier Clé, donc Monsieur Clé, qui vient me sortir de la séquestration après 10 jours. Incroyable. Ouais, mais le plus dur pour moi, encore une fois, ça a été vraiment l'implication familiale de cette séquestration. Parce que je me disais, c'est déjà énorme, bien que cohérent, dans le sens où, encore une fois, quand tu as une famille aussi toxique que la mienne, c'est logique qu'après, ton seuil de tolérance est complètement biaisé. Mais je ne pensais pas, jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ma sœur, celle qui était quand même censée être comme ma maman, parce qu'elle m'a quand même pris, j'avais 1 an et demi, donc 1 an et demi, 15 ans, je mets des grandes guillemets, élever l'enfant. Jamais de ma vie, je pensais que qu'elle allait avoir autant d'impact dans cette histoire, dans cette séquestration, dans ce qui s'est passé par la suite. Jamais. Donc la police intervient, découvre évidemment votre calvaire, vous êtes hospitalisé, puis en foyer d'urgence. Directement, ouais. Et première confrontation, et là évidemment, vous avez 16 ans et vous découvrez le foyer de l'aide sociale, à l'enfance. J'étais choquée. Choquée. Je me suis dit, c'est impossible que là, on soit pupille de la nation. Genre, on est censé quand même être protégé par l'État. Je me suis jamais sentie autant, je crois, abandonnée de toute ma vie qu'à cette période-là. Jamais. Et donc, vous arrivez là-bas avec un pauvre sac poubelle. Ouais. On voit bien l'image, évidemment. Et vous allez rencontrer quelqu'un de bien, quand même. Karim, l'éducateur. Et les jeunes aussi. Les jeunes aussi étaient top, bien qu'on ait eu des conflits. Mais en fait, c'était très important pour moi, dans le livre, d'apporter de la nuance. Et de montrer que, bien sûr, il y a eu beaucoup de noir dans mon histoire. Mais je mets un point d'honneur aussi à soulever les petits moments d'éclaircie, comme Karim, par exemple, qui est un éducateur, qui est quelqu'un qui met beaucoup de joie de vivre, qui nous a ramené à manger. Enfin, c'est des petites attentions, peut-être bêtes pour certains, mais très importantes. Moi, j'ai été hospitalisée quand j'étais en foyer à cause d'une infection rénale. Personne n'est venu me voir, je suis restée et je me suis dit, donc c'est donc ça d'être prise en charge par l'État. J'ai fait 4 jours à l'hôpital où aucun éducateur n'est venu me voir. J'étais vraiment 4 jours toute seule à l'hôpital, à manger le même plat de coquillettes parce qu'il fallait payer pour changer de plat et qu'ils n'ont pas payé, sans télé. C'était 4 € par jour, l'État n'a pas voulu payer et j'étais à l'abandon.
Donc c'est important aussi, je pense, d'appeler quand il y a des éducateurs qui pensent à toi et qui font des choses bien. Ça fait toujours plaisir. Vous allez quitter l'hôpital et vous allez quitter Ce premier foyer. ce premier foyer pour aller dans cette fameuse chambre 201. Sordide. Ouais, moins bon souvenir. Ce deuxième foyer. Déjà parce que là, je reviens sur Paris, là où avant, j'étais un peu dans une sorte de petite bulle à Cergy-Pontoise. Je reviens à Paris, on est plus nombreuses. Les codes sont très différents, en fait, d'un foyer d'urgence. Un foyer d'urgence, on sent qu'on est vraiment tout à fleur de peau. Il y avait, en tout cas, de ce que j'ai retrouvé, moi, à Cergy-Pontoise, un peu ce truc entre filles de vouloir se soutenir. Dans le deuxième foyer, j'ai une directrice déjà qui est alcoolique, donc ça aide pas du tout. Incroyable. J'ai des éducateurs qui sont pas très, très tendres. Il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de conflits. Et d'ailleurs, ce qui m'a énormément étonnée, c'est que dans mon dossier d'aide sociale à l'enfance, aucune bagarre n'a été recensée. Il n'y a aucune trace des violences qui a été faite lors de ce séjour en foyer pendant 1 an et demi. Par contre, tout ce que je mange, tout ce que je porte, tout ce que je dis, tout est recensé. Ça, oui. Mais tout ce qui en vient de ma sécurité, des bagarres qui se sont passées, il n'y a aucune trace. Bon, alors on l'a bien compris, parce que là, on est à quoi ? Vous avez quoi, 16 ans ? Ouais. Grosso modo. C'est ça. Et on va pas vous la faire comme ça pendant longtemps non plus. Non. Il va falloir que vous... Je monte les crocs. Ouais, exactement. Et J'ai vous allez vous compris battre ? surtout. Ouais, mais parce que j'ai compris. Déjà, j'ai compris dans mon premier foyer, j'ai compris surtout dans le deuxième foyer quand ma collègue de chambre, donc celle qui était dans la chambre d'à côté, a décidé de foutre mes vêtements dans une poubelle. Je me suis dit, si je ne sors pas les crocs, je risque de me faire manger très vite, très tôt. Et donc oui, malheureusement, vu que personne ne nous protégeait, j'ai été obligée de rendre l'appareil et d'en venir à être violente par protection. Pour survivre. Pour survivre, exactement. Et c'est fou parce que quand j'ai parlé du coup avec pas mal de filles qui ont été placées et tout, et c'est vrai que quand on compare, le milieu carcéral final n'est pas très différent en termes de code. Et c'est fou parce qu'on se dit il y a quand même un univers où il y a des gens qui sont condamnés parce qu'ils ont fait du mal, et il y en a d'autres qui sont mineurs et qui sont censés être protégés parce qu'ils ont subi du mal. Et pourtant la sentence est la même. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais, allez, un petit soleil quand même dans votre vie. Ouais. La nature vous a un peu gâté. Oui, c'est vrai. Donc, résultat, je peux rebondir. Vous pouvez rebondir, vous allez commencer à faire des séances photos, exactement. des shootings photos. Ouais. C'est un peu ça la libération. C'était un peu ça la libération. C'était aussi une volonté aussi pour ma maman, d'où le pourquoi sur les réseaux sociaux je m'appelle Natania Sonia et non pas Natania Sion. C'est parce que quand j'ai commencé à créer un peu cet alter ego de Natania Sonia, c'était une manière non seulement de rendre hommage à ma maman et en plus de ça de me dire je trouvais ça drôle en fait de me dire celle qui se faisait taper dessus, parce que je me faisais vraiment massacrer par Tonnerre pour un débardeur qui allait par la suite devenir modèle. L'histoire me plaisait bien sur le papier. Donc j'ai un peu, puis c'est un peu mon côté un peu rebelle. Alors même s'il y a quand même, parce que ce Tonnerre il est jamais loin. Hein. Ce Tonnerre n'est jamais loin, jusqu'avant sa condamnation en tout cas, il est jamais loin. Il est jamais loin et il y a des relents comme ça et vous parlez même presque du syndrome de Stockholm parce que au lieu de fuir. Ah non, j'ai de la peine pour lui. Vous avez de la peine pour lui, ouais. Mais c'est le plus dur. Là, je crois que c'est une des phrases que j'ai lues dans mon dossier. Ça m'a vraiment brisé le cœur. C'est l'une des toutes premières agressions de Tonnerre. Et je dis, oui, il m'a fait énormément de mal, mais j'ai trop de peine pour qu'il aille en prison. Quand tu lis ça en tant que femme adulte, et que je vois le recul en me disant, cette petite fille de quoi, 14-15 ans, qui pensait connaître son premier amour, ça me brise le cœur. C'est difficile. Sauf que ça va vraiment très très loin, jusqu'à une agression physique violente, il y en a glauque, eu beaucoup, mais dans les parkings. Ouais, il y en a eu beaucoup, mais celle de mon anniversaire a été particulièrement compliquée. C'est pour ça aussi que depuis, j'ai un souvenir très pénible de mon anniversaire. C'est pareil, le jour de mes 17 ans, je suis censée être trop contente et lui a cette agression et je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'il y a cette phrase qui me demande de répéter. Tu m'aimes, donc tu souffres. Et je dois répéter cette phrase-là, je crois qu'il est 4h du matin. C'est censé être mon anniversaire, je suis censée me rapprocher de mes 18 ans, vivre un bon moment, malgré les circonstances de ma vie qui sont pas ouf. Et au lieu de ça, le mec qui est censé me protéger me demande de souffrir par amour. Et donc, je pense qu'inconsciemment, ça aussi rejoint ce truc-là de, en fait, l'amour, c'est souffrir. Il va être arrêté, jugé. Ouais,
Il va prendre 8 mois oui, de uniquement. prison. 8 mois. Ouais, 8 mois uniquement. Alors que pourtant, j'ai quand même eu... donc, il n'avait plus le droit de s'approcher à moi. Donc, j'ai eu le papier officiel du juge, donc une demande d'éloignement. Déjà, juste ça, en France, pour qu'on se rende compte, c'est une bataille monstre pour avoir juste un papier comme quoi quelqu'un ne peut pas s'approcher de vous. Je l'ai eu. Il n'a pas respecté, il s'est fait condamner. Et malgré la condamnation, il m'écrivait encore en prison. Allez, 18 ans. 18 vous sortez ans. du foyer. Ouais, enfin, je suis sortie, Oui. on me met dehors. Oui, c'est ça. Vous êtes marrant. Non, on m'a foutu dehors. On vous fout dehors et Un vous gros partez coup de pied au à cul. Sanary-sur-Mer. Exactement. Parce qu'on m'a dit à 18 ans, ciao, bon dimanche, le jour de ton anniversaire. Fini. Fini. Vous êtes majeur. T'es majeur et démerde-toi. Et j'avais rien. J'ai rien du tout. Et j'avais mon sac poubelle, personne à qui parler. Il n'y a pas d'éducateurs qui m'ont dit alors où tu dors ce soir. J'ai pris un billet de train parce que je me suis dit 2 choses. Première chose, j'ai déjà dormi dehors. Quitte à dormir dehors, autant le faire au soleil. Je me dis que c'est... Non mais on en vient à penser comme ça. La misère est moins pire au soleil, exactement. Et en plus, c'était une musique que j'adorais. Donc il y a ce premier élément. Et le deuxième élément, c'est surtout que Paris, c'est très cher. Et je vais pas vous mentir, j'avais eu des propositions de travail à Paris, mais j'avais peur de tomber dans tout ce que les filles de foyer pouvaient tomber. Retomber sur un mec qui allait me taper la gueule, encore un mec qui allait me proposer de la drogue. Peut-être que j'allais certainement tomber dans la drogue tellement je n'avais plus d'espoir. Et donc je me suis dit, la meilleure solution, je vais m'isoler. Je vais partir dans un patelin à Sanary-sur-Mer. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Et la télé-réalité ? Et la télé-réalité qui a débarqué un peu comme ça dans ma vie, dans cette période où j'étais un peu en mode geek, blogueuse, écrivais des articles et tout. Et ça arrivait à moi. Et en fait, moi, pour vous remettre dans le contexte, j'ai 19 ans à ce moment-là. Ils viennent vers moi. Je me dis, bon, concrètement, ça fait 1 an et demi que je suis à Sanary, je suis toute seule. Je suis traumatisée de la race humaine. Je n'ose plus approcher personne. C'est sûr. Donc mes photos et mon envie d'être mannequin, ça stagne parce que j'ai trop peur des hommes et que j'ai trop peur de tout. Et donc, quand la télé-réalité vient me chercher, je me dis, waouh, ma bonne étoile, c'est trop bien, ils vont enfin changer ma vie. Et puis moi, je parle avec les éducatrices, avec les réalisatrices. Au final, elles ne sont pas si différentes que ça, mais avec les réalisatrices, et justement, je leur parle du fait que j'ai été battue, que j'aimerais parler... J'aimerais représenter à la télévision française ces jeunes filles, justement, qui sont en foyer, qui ne se sentent pas du tout reconnues, etc. Et elles te brossent dans le sens du poil. Bah oui, bien sûr. Ah, t'as été battue, on en parlera, etc. Pas du tout. Hein. Vous vous doutez bien que dans les anges de la télé-réalité, le fait que j'ai été battue ou que sais-je, on s'en tape. Au contraire, c'est même top, parce que je suis encore plus à fleur de peau, encore plus sensible. Et donc, je deviens la risée, mais idéale de cette émission. Oui, parce que vous parlez de... Il y a un calvaire là aussi, hein, c'est un harcèlement en ligne. Horrible. Le casting avec les propos obscènes des producteurs. Moi, j'avais pas suivi les émissions. Bien sûr, je connais ma génération, je voyais qui étaient les Nabila, les grandes têtes, etc. Mais vous vous doutez bien qu'en vue des circonstances de ma vie, entre savoir ce que je vais manger ou savoir où je vais dormir, regarder les anges de la télé-réalité à 18h, c'était pas non plus ma priorité. Par conséquent, quand j'atterris dans ce milieu-là, je ne connais pas. J'en vois un avis extérieur, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Et en fait, une fois là-bas, je suis moi, c'est-à-dire que je suis toujours aussi traumatisée d'homme, donc je ne serai pas tactile avec un garçon. Je ne crie pas, mais parce que je viens de faire 5 ans de ma vie à me faire taper dessus et à me faire hurler dessus, que ce soit en foyer ou dans ma relation. Donc forcément, je sais pas, moi, quand on me met dans une immense villa à Marrakech, j'ai plutôt envie de kiffer et d'être souriante plutôt que de me crier dessus avec les gens. Et en fait, il s'avère qu'ils détestent ça. Et donc, en fait, je me retrouve avec... je me rappelle, il y avait 18 candidats sur moi. J'avais 19 ans et j'avais 18 candidats de 20 à 35 ans au train de me hurler dessus parce que, je cite, « On n'aime pas tes manières ». C'est-à-dire que tout le harcèlement que j'ai subi sur cette émission, production compris, reposait sur le fait que « Non, mais t'as des manières trop précieuses. » Trop précieuses. Et je les regardais en me disant « Mais vous avez des loups-boutins ». Il y a 1 an, je comptais des pièces pour manger une pizza. On comptait des pièces à 5 pour s'acheter une pizza à partager. Et c'est moi qui suis précieuse. Et en fait, ça m'a fait un déclic de me dire, mais c'est fou à quel point il y a des gens qui subissent des choses juste parce qu'on reflète quelque chose. Et donc, forcément, oui, ça a été très compliqué. On connaît un peu mon tempérament. J'ai pas voulu me laisser faire, encore une fois. Donc, j'ai décidé de prendre la parole concernant ce qui se passait dans la télé-réalité, notamment le programme des anges, pour parler du harcèlement et du fait que mes employeurs, parce que c'était mes employeurs, ne m'ont pas protégée. Et donc après, par la suite, on a pu déposer une plainte avec d'autres filles, d'autres saisons. Et donc, ça a toujours été important pour moi de faire des choses qui avaient du sens. D'où le livre. D'où le livre. Évidemment.
Bon, et puis alors évidemment, on va terminer votre histoire, mais Je me doute avec quoi. Bah oui. La bonne nouvelle de fin. Bah oui, la bonne nouvelle. Enfin. Parce que quand même, le soleil, il y a une étoile quelque part. Toujours. Qui a décidé de faire le test ADN? Moi. Ouais, en fait, c'est moi de base. Quand je suis sortie du foyer, il y a une période où donc, je réussis enfin à trouver un appartement après plusieurs mois de chaos. Et j'ai 600 € sur mon compte. Et il y a 7 à 8 qui passent à la télé, donc on est en 2017, je crois. Et c'est là où j'entends parler de MyHéritage. Le fameux test ADN. Le fameux test ADN pour retrouver ses origines ou quelqu'un qui est sur le site, du coup. Et je me dis, why not? On ne sait jamais. Ça se trouve que je cherche mon père absolument depuis des années. Peut-être que mon père ou un membre de sa famille sera sur le site. Et donc, je mets la moitié de ce que j'ai sur le compte sur ce truc. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie la facture à mon père. Et donc, je mets la moitié de ça là-dessus. Et rien, en fait. C'est-à-dire que oui, j'ai mes origines, mais j'ai toujours des correspondances hyper éloignées, jusqu'à l'enfant oublié. J'écris l'enfant oublié donc l'année dernière, il y a pile un an, quasiment pile un an. Et je me dis, tiens, il faut absolument que je me rappelle de mes origines précises. Je me reconnecte à MyHéritage et je match. Du coup, 6 ans. Ouais, 6 ans plus tard mon inscription, 7 ans plus tard après l'inscription, je match enfin avec un cousin ça veut dire germain. J'ai une correspondance, une correspondance. d'ADN. Donc j'ai une correspondance d'ADN en fait avec un cousin germain que je contacte. Je remets mon tailleur et mes lunettes d'enquêtrice et je finis par potentiellement retrouver mon père biologique qui, de ce qu'il me dit encore une fois, n'a aucune idée qu'il avait un enfant et ne connaissait pas du tout ma mère. Et donc on décide de faire un test de paternité cette fois pour être sûr. Parce que bien que la ressemblance est troublante, ce serait quand même bête de penser retrouver quelqu'un et que ce n'est pas. Et le 29 octobre 2024, les résultats tombent. J'ai retrouvé mon père biologique. Ouais. Du coup, et tout va bien aujourd'hui? Top. Ah, super. Il est où? À Paris. À Paris. Ouais, tip top. Mais j'ai surtout 2 petites sœurs qui sont géniales et c'est un peu... c'est plus elle, aujourd'hui, qui m'apporte tout ce que j'ai toujours recherché. Vous l'avez, le protecteur? J'ai mes 2 protectrices, surtout. Plus qu'un protecteur. Mon géniteur, je ne vais pas l'appeler mon père, je vais appeler ça mon géniteur. Voilà, je suis très contente, on s'est retrouvés. Ça a été très, très, très intense les premiers temps. Pourquoi vous ne le dites pas que c'est votre père? Parce qu'il n'a pas voulu avoir ce rôle de père. Ah, ok. Voilà, on a été très proches les premiers mois de la découverte. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de nouvelles de lui depuis 6 mois. Voilà. Mais donc je suis désolée d'assombrir un peu le tableau qui était pourtant si soleil. Bah ouais, désolée. moi je me suis dit ça y est. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai mes 2 petites sœurs et je vous jure ça vaut tout l'or du monde. Mais du coup, vous les voyez et Je suis très proche de mes 2 petites sœurs et c'est tout ce qui compte pour moi. Ok, super. Évidemment, on se pose la question de savoir ce que devient votre demi-sœur, Samantha. Ouais. Alors, Jonathan est actuellement en prison encore pour fait de viol, à nouveau, hein, parce que forcément un viol ne change pas. Je reçois une pression, mais monstre, depuis la sortie du livre de sa part et de sa cellule, c'est un enfer. Samantha, je l'ai recroisée, figurez-vous, pas longtemps après la sortie du livre dans un restaurant où elle a voulu attiser de la peine. Et depuis, elle m'envoie des messages d'excuses et des messages d'amour. Je l'ai bloquée. Voilà, je veux plus... de toute façon, je vais réitérer ici. Je me permets de profiter de cette interview pour le dire, mais j'en profite. Je ne veux plus aucun contact avec cette famille. J'ai tellement galéré pour construire la version que je suis aujourd'hui. Je ne veux pas que qui que ce soit vienne saboter la paix et toute la reconstruction que j'ai galéré à faire. Est-ce que le pardon existe dans votre existence? Pas pour moi. Pas pour moi. J'ai quand même été battue, j'ai quand même été violée. Ma sœur a quand même aidé mon agresseur à me séquestrer. Mon frère m'a battue, j'avais 14 ans. Enfin, non, je ne pardonnerai pas ce genre de trait de caractère. Je ne laisse pas ce n'est pas pour moi. Voilà, j'ai pas de rancœur. Pour l'instant. Je pardonnerai jamais. C'est pas pourquoi je devrais pardonner? Non, mais je comprends, mais... Pourquoi pardonner? Pour vous libérer, peut-être? Non, ça, c'est des trucs que les psys, ils disent pour facturer 100 €. C'est pas mon... J'ai pas besoin de ça. Non, moi, je suis très en paix avec moi-même. J'ai pas besoin de les pardonner parce qu'au contraire, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour moi. Je suis pas dans la rancœur et je ne vais pas essayer de leur trouver des excuses. Mais Basta. Chacun sa vie. J'espère qu'ils finiront par m'oublier et me laisser tranquille avec le temps. Moi, je veux plus entendre parler de ces gens-là. Et amen et grand bien leur face.
De quoi vivez-vous aujourd'hui ? De l'influence et du mannequinat. Ouais, depuis 8 ans maintenant, du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Qu'on continue sur Natalia. cette lancée. Ouais. Qu'on continue sur cette lancée et surtout qu'on puisse attirer l'attention de ceux qui peuvent vraiment faire changer les choses pour les enfants qui sont placés, parce que moi, dans mon malheur, j'ai une force mentale, j'ai une ligne de conduite qui fait que j'ai réussi à m'en sortir. Il y a des enfants qui ont été saccagés encore plus tôt, encore pire que moi, et qui se retrouvent abandonnés. Donc, surtout tirer la sonnette d'alarme pour eux, je pense. Est-ce que vous avez justement envie de mener des actions au-delà du témoignage, au-delà du livre, mener des actions, faire des choses Je travaille déjà avec des associations. Actuellement, on échange beaucoup. Mais si n'importe quelle association voit cette interview et qu'ils se disent « OK, on peut faire ça avec elle, etc. », mais avec grand plaisir. Je suis... tout ce qui peut aider favorablement les enfants placés, je suis à votre entière disposition. Voilà le livre, L'enfant oublié. Et quand je vous disais qu'effectivement le titre de ce livre est quand même très léger comparé à ce que vous avez subi, c'est assez incroyable. Et j'ai ouï dire qu'il y aura un tome 2. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais beaucoup écrire un tome 2 parce qu'encore une fois, là, on parle beaucoup de l'enfance. J'aimerais aussi qu'on puisse parler aussi aux gens... aux adultes qui sont encore dans des relations toxiques familiales, qui n'arrivent pas à couper par habitude, par religion, par plein de choses. J'aimerais pouvoir vraiment sensibiliser sur le fait que c'est important aussi de couper définitivement avec ces gens-là pour pouvoir renaître un peu. Un peu comme un phénix, on renaît de ses cendres. Est-ce que vous avez envie d'avoir votre famille ? Oui, c'est tout ce que j'aspire, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs que je me tape 12 années de thérapie psychologue et tout le tralala, parce qu'il est hors de question que d'une manière ou d'une autre, j'engendre n'importe quel traumatisme chez mon enfant. C'est impossible. Je veux pas de ça, donc bien sûr, c'est mon espoir, avoir ma petite famille. Il faudra sans doute commencer par vous, hein. Et c'est pour ça que vous êtes en plein dedans. C'est ça, pour le coup. Exactement. C'est pour ça que je me traite d'abord moi pour régler tout ça et pour par la suite être la meilleure maman possible. Je me traite. Je me traite. Je me traite. Natalia, évidemment, on vous souhaite allez, un peu le bonheur du monde quand même, parce que c'est quand même... quand on vient d'aussi loin, tout est OK après. Au secours, c'est sûr. Mais vous n'avez que 26 ans. J'ai que 26 ans. Alors évidemment, quand on concentre ça sur les 26 premières années de sa vie, c'est compliqué. On se dit qu'effectivement c'est compliqué, mais ça n'est que 26 ans. Exactement. Et vous avez... Exactement. Et comme dirait Bouddha a dit une chose très vraie, mais c'est quand on connaît vraiment la tristesse qu'on peut être très heureux. En plus, il y a Bouddha juste derrière. Donc voilà, et je pense que je vais essayer de retenir ça et de me dire que peu importe ce que... Enfin, je sais que ça ira par la suite et que ça ne pourra que être mieux. En tout cas, maintenant, vous êtes vigilante. À ça ? Grave. Ouais, j'ai mes warnings en alerte. Fond, le premier red flag, c'est ciao. Merci, bon dimanche. Ouais. C'est sûr. Vous allez rester à Paris, en France ? Bien sûr. Ouais. Pas de Dubaï pour moi, je reste en France. Merci Natalia, merci infiniment. Le livre est sorti chez Hugo Doc et vous lirez tout cela. Je pense que vous serez sensible évidemment à ce parcours de vie. Merci infiniment. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. Et vous allez commenter avec bienveillance, hein, comme toujours. C'est important. Commenter, partager et on se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Salut à tous. Merci.